When Legends Collide. The Dark Truth Behind Janis Joplin and Jim Morrison, Quande. Les légendes s'entrechoquent. La sombre vérité derrière Janis Joplin et Jim Morrison. Ils étaient deux des voix les plus électrisantes des années 1960. Rebelles, brutes et destinées à brûler vite et fort. Sur scène, Janis Joplin et Jim Morrison étaient des icônes intouchables. Mais en dehors de la scène, leur monde s'entrechoquait d'une manière qui n'avait rien de glamour. Janis Joplin était une femme sauvage, intrépide et authentique. Une femme qui n'a jamais fait semblant de sourire ou adouci sa voix pour répondre aux attentes de quiconque. Mais derrière cette bravade légendaire, il y avait un nom qui lui faisait grincer des dents, Jim Morrison. Leur première rencontre n'a pas été qu'un simple choc d'ego rock'n'roll. Elle fut explosive, dérangeante et bien plus sombre que les rumeurs qui circulent depuis des décennies. Les rumeurs sur leur violente confrontation ont été balayées comme un excès chaotique, une autre histoire des folles années 60. Mais aujourd'hui, grâce à de nouveaux détails, cette rencontre prend une nouvelle tournure qui fait froid dans le dos. Et cela change tout ce que nous pensions savoir sur ces deux icônes. Née pour se démarquer, punie pour cela. Janis Lynn Joplin a grandi à Port Arthur, au Texas, une ville où la tradition régnait, où le conformisme était synonyme de survie et où les filles devaient bien se tenir, sourire et se taire. Janis n'a rien fait de tout cela. Elle est attirée par la poésie, l'art et les cris mélodieux de légendes du blues comme Bessie Smith et Lead Belly, une musique née de la douleur et de la rébellion, qui parle directement à la douleur de son cœur. Alors que ses camarades écoutaient des tubes pop et portaient des jupes pastel, Janis marchait dans les couloirs avec des vêtements dépareillés, des cheveux indisciplinés et un esprit trop bruyant pour une petite ville. Port Arthur ne s'est pas contenté de ne pas la comprendre. Il l'a rejetée. On se moquait impitoyablement de son apparence, de son acné, de son poids, de sa voix. Ses camarades de classe l'ont rabaissée jusqu'à ce qu'elle croie presque qu'elle le méritait. Mais elle n'a pas craqué. Elle a transformé cette douleur en feu. Et lorsque ce feu a rencontré le chaos de Jim Morrison, le résultat n'a pas été une simple tension. C'était une confrontation si intense, si inattendue, qu'elle a laissé une marque permanente dans l'histoire du rock. Et ce n'était pas seulement des taquineries, c'était le genre d'intimidation psychologique ciblée qui s'enfonce profondément et s'envenime avec le temps. Le pire, c'est que Janis a osé s'exprimer pour défendre ses convictions. Dans une ville du Sud profondément ségrégée, elle soutenait ouvertement l'intégration raciale, ce qui a fait d'elle un paratonnerre de mépris. Ses espoirs de trouver un peu de réconfort ont commencé avec deux universités, le Lamar State College of Technology et l'Université du Texas à Austin. Peut-être y serait-elle enfin reconnue pour son talent, au lieu d'être prise en pitié pour ses différences. Mais cette hypothèse ne tient pas la route. Austin abrite la même cruauté que celle dont Janis avait souffert auparavant. Ayant progressivement acquis la réputation d'être bousculée pieds nus dans des chemises d'hommes, une auto-harpe à la main dans les cafés, elle ne pouvait se débarrasser de l'ombre sombre du jugement. D'une cruauté insondable, elle fut élue l'homme le plus laid du campus par les membres d'une fraternité de l'UT. Les brûlures du ridicule, de l'incompréhension et de la mise à l'écart ont brûlé l'âme de Janis pour toujours. Mais, curieusement, elles sont devenues le feu dans la forge de sa musique. Lorsqu'elle chantait, elle ne retenait rien. Sa voix tremblait, s'égratignait, pleurait et criait. Rien d'autre que l'expression brute de quelqu'un qui a profondément ressenti le rejet du monde et l'a transformé en une volonté intense. Elle ne s'est pas contentée de chanter le blues. Elle l'a manifesté. Sa musique n'était ni douce ni technique. C'était une vérité pure qui résonnait avec ceux qui comprenaient bien ce que c'était que d'être un paria. D'une certaine manière, toute sa carrière est devenue un moyen de lutter contre tous ceux qui ont tenté de la détruire. Un moyen d'affirmer sa voix, sa valeur et son identité devant le monde. Mais alors que la douleur la poursuit jusqu'à l'âge adulte, Janis trouve du réconfort dans quelque chose d'entièrement différent. Mais ce réconfort s'est avéré être à la fois un compagnon et une malédiction. Le Southern Comfort. Poor Janis Joplin.
Le Southern Comfort n'était pas seulement une boisson, c'était pratiquement une extension de sa présence sur scène. Avec ses lunettes surdimensionnées teintées de rose, sa mode bohème et sa voix rauque capable de briser les cœurs, Janis montait souvent sur scène avec une bouteille de SoCo à la main, comme s'il s'agissait d'un microphone. Peu importe qu'elle soit devant des milliers de personnes à Woodstock ou qu'elle se produise dans un club enfumé, cette bouteille faisait partie de l'acte, et pas seulement pour le spectacle. Elle en buvait pendant les concerts, parfois entre les couplets, pour laisser fondre ses nerfs et relâcher l'émotion brute qu'elle canalisait dans chaque baleine. Elle ne l'a pas siroté avec la délicatesse d'un connaisseur. Elle le buvait avec audace, sans complexe, comme elle vivait. La boisson elle-même, comme Janis, était un peu incomprise. La plupart des gens, y compris Janis elle-même, considéraient le Southern Comfort comme un whisky, mais légalement, il est vrai que dans certains cas, pendant une grande partie de son histoire, le Southern Comfort était en fait une liqueur aromatisée à base d'alcool de grain neutre, plus proche de la vodka que du bourbon. On la voyait souvent avec une bouteille dans les coulisses, dans les bus de tournée, ou négligemment serrée sous un bras lors d'événements de presse. Les fans et les journalistes en ont pris note. SoCo est devenu un élément de sa marque, et la marque l'a remarqué. Les fabricants de Southern Comfort se sont tournés vers l'heureux accident, la mine d'or marketing accidentelle qu'était Janis Joplin. Sans avoir reçu un centime, elle est devenue leur porte-parole la plus emblématique et la plus rebelle. En guise de remerciement, l'entreprise a cherché pour elle un long manteau de fourrure de lynx et un chapeau assorti. À la fin des années 1960, ces gestes flamboyantes n'étaient pas seulement une déclaration de mode, c'était un symbole de statut social. Janis, qui affirmait ne jamais s'être sentie belle, le portait avec fierté. Mais comme beaucoup de symboles qui ont défini la vie de Janis, le Southern Comfort était à la fois un ami et une malédiction. La même boisson qui lui donnait du courage avant de monter sur scène brouillait ensuite ses limites. Ses liens avec l'alcool n'étaient pas seulement théâtraux. Ils étaient entièrement liés à ses insécurités, à sa douleur et au stress de la célébrité. L'alcool l'engourdissait lorsqu'elle ne se sentait pas à la hauteur. Il la réchauffait lorsque le monde devenait froid. Et finalement, sous le poids de nombreux cocktails, ils ont tous contribué à sa mort prématurée à seulement 27 ans. Des chagrins d'amour et des amours perdus. Bien qu'elle ait été perçue par le monde entier comme une icône de la contre-culture, la vie amoureuse de Janis Joplin a souvent été marquée par un chagrin d'amour tranquille. Elle recherchait l'amour aussi intensément que l'expression artistique. Mais il était rare qu'elle trouve les deux au même endroit. Ces relations étaient souvent brèves et turbulentes, des feux de paille qui laissaient derrière eux des cendres de déception. Elle s'est lancée dans des histoires d'amour avec la même énergie débridée qu'elle mettait sur scène, et le plus souvent, c'est elle qui est restée seule. Certains amoureux admiraient sa brillance, mais ne supportaient pas son intensité. D'autres étaient attirés par sa célébrité plus que par son âme. À plusieurs reprises, elle s'est ouverte, mais elle s'est heurtée au silence, à l'indifférence ou à la trahison. L'exemple le plus émouvant à cet égard s'est probablement produit en 1968, lors d'une brève rencontre avec Leonard Cohen, auteur, compositeur, interprète, à l'hôtel Chelsea de New York. Plus tard, Cohen a parlé de cette rencontre avec un détachement poétique, y faisant allusion dans le célèbre Chelsea Hotel No. Ce qui n'avait été pour lui qu'un moment anodin semble avoir pesé d'un poids presque insupportable sur Janis. Elle cherchait peut-être Chris Christopherson ce soir-là, mais elle s'est contentée de la compagnie disponible. Un arrangement qui semble plonger toute l'affaire dans la mélancolie. Bien des années plus tard, Cohen se rend compte qu'il ne savait pas vraiment comment nommer Janis dans cette chanson. Il s'est rendu compte trop tard que ce qui n'avait été qu'un simple art, pour lui avait probablement été quelque chose de beaucoup plus intime pour elle. Cette nuit-là, comme beaucoup d'autres nuits de sa vie romantique, s'est terminée par une désillusion. Ces désillusions romantiques ne sont pas seulement entrées dans sa vie personnelle, elles sont devenues l'esprit même de sa musique. Piece of My Heart, Cry Baby, Maybe, n'étaient pas seulement des chansons, mais des confessions remplies de cette sorte particulière de douleur que l'on ressent lorsque l'amour vous vide de l'intérieur.
Cette vulnérabilité douloureuse était sa carte de visite. Brute, imparfait et intensément humain. C'est ce qui a permis à sa voix de s'élever dans les cœurs de tant de personnes qui avaient ressenti la même douleur du rejet et le même espoir brûlant d'amour. À chaque note, Janis Joplin nous rappelait que derrière la célébrité, le feu et le manteau de fourrure se cachait une jeune fille du Texas qui désirait être prise dans ses bras et qui n'a jamais vraiment cru qu'elle était brisée par la célébrité. La célébrité n'a jamais été censée réparer Janis Joplin. Elle ne fait qu'amplifier ce qui est déjà brisé. Bien avant que le monde ne connaisse son nom, Janis avait déjà commencé à lutter contre la toxicomanie, s'appuyant souvent sur l'alcool et les amphétamines pour atténuer sa douleur intérieure. Mais une fois sur la scène nationale, d'abord avec Big Brother and the Holding Company, puis en solo, sa dépendance s'est aggravée. L'héroïne, en particulier, devient un élément central de sa vie, malgré son succès fulgurant, ou peut-être à cause de lui. La solitude et le doute qui la suivent depuis l'enfance s'intensifient. Ses proches ont assisté, impuissants, à l'isolement croissant de celle qui pouvait électriser une foule de milliers de personnes en dehors de la scène. Ses amitiés s'effritent sous le poids d'un comportement erratique, et le style de vie festif qui lui avait permis de se sentir puissante commence à la vider de sa substance. Janis a tenté à plusieurs reprises de devenir sobre, s'éloignant même de la scène de San Francisco au milieu des années 1960 pour retourner dans sa ville natale du Texas dans l'espoir de se désintoxiquer. Mais l'attrait de la musique et le style de vie qui l'accompagne sont trop forts. Elle est retournée en Californie, est revenue sous les feux de la rampe et a rapidement repris ses vieilles habitudes. Bien qu'il y ait eu des périodes de clarté et d'espoir, elles ont été éphémères. Dans les derniers mois de sa vie, elle enregistrait ce qui allait devenir son album solo le plus célèbre, Pearl, et son entourage était optimiste quant à son avenir. Mais en coulisses, elle avait tranquillement replongé dans l'héroïne. Le 4 octobre 1970, 2 semaines seulement après la mort de Jimi Hendrix, Janis est retrouvée morte d'une overdose dans sa chambre d'hôtel à Hollywood. Elle n'avait que 27 ans. Sa mort a cimenté sa place dans la mythologie du rock, non seulement en tant que voix extraordinaire, mais aussi en tant que membre fondateur de ce que l'on appellera plus tard le Club des 27, une fraternité tragique d'artistes doués qui meurent à l'âge de 27 ans. Après Hendrix, Morrison, Cobain et Winehouse, Janis est devenue l'incarnation du terrible prix de la célébrité et de la fragilité qui se cache souvent derrière la grandeur. La mort de Janis a fasciné le public au point d'occulter parfois les complexités de sa vie. Elle était toute sauf un cliché. Elle était loin d'être une malheureuse victime des années 60. C'était une femme intelligente, émotionnellement marquée, qui avait quelque chose à dire. Elle l'a juste dit d'une manière que personne d'autre n'a jamais pu faire. La plus grande ironie est que Pearl, l'album que Janis n'a jamais pu terminer, est devenu son œuvre la plus soignée et la plus riche en émotions. Il est sorti un an plus tard, en 1971, et comprenait des succès retentissants tels que Me and Bobby McGee et Mercedes-Benz, des chansons qui portaient avec une clarté douloureuse la vulnérabilité moqueuse et l'esprit de son personnage. L'album est aujourd'hui l'un des plus vénérés de l'histoire du rock, un rappel glaçant de ce qui a été perdu et de ce qui aurait pu être. En fin de compte, Janis Joplin a donné tout ce qu'elle avait à la musique, même de son propre chef. Bien trop tôt, sa voix s'est éteinte, mais la douleur, la passion et la puissance qu'elle a insufflée à chaque note ont résonné pendant des générations. La tombe de Bessie Smith. Janis Joplin n'était pas seulement inspirée par le blues, elle en faisait partie. Parmi les nombreuses influences de Janis Joplin, aucune n'était plus importante que Bessie Smith, la légendaire chanteuse afro-américaine surnommée l'impératrice du blues. La musique de Bessie touche Janis au plus profond de son âme, lui offrant à la fois une orientation artistique et une validation émotionnelle. Élevée dans une ville blanche conservatrice où elle était méprisée pour sa différence, Janis s'est connectée à l'expression inébranlable du chagrin, de la douleur et du pouvoir de Bessie. Elle a souvent parlé de Bessie non seulement comme d'un modèle, mais aussi comme d'un ancêtre spirituel,
quelqu'un qui lui a donné la permission de pleurer, de crier et de souffrir à haute voix. Janis a dit un jour, en plaisantant à moitié, qu'elle pensait être la réincarnation de Bessie. Leur lutte, bien que séparée par la race et les décennies, était un parallèle. Toutes deux étaient des marginales. Toutes deux ont transformé leur chagrin d'amour en mélodie, et toutes deux ont vécu des vies qui se sont terminées trop tôt. Le sens de la famille de Janis est devenu encore plus personnel lorsqu'elle a appris que Bessie Smith avait été enterrée en 1937 sans pierre tombale. Cette chanteuse de blues était morte après s'être vue refuser un traitement dans un hôpital réservé aux Blancs dans le Mississippi. Une véritable gifle au racisme de l'époque. Malgré tous les progrès qu'elle a accomplis dans sa carrière et son influence au fil des ans, Bessie n'a jamais eu de pierre tombale digne de ce nom. Pour Janis, il ne s'agit pas seulement d'un oubli, mais d'une injustice. Comment l'une des voix les plus puissantes de la musique américaine pouvait-elle ne pas être reconnue? Avec la colère qui bouillonnait en elle, Janis passe à l'action. En 1970, elle a cofinancé une pierre tombale pour Bessie Smith avec Juanita Green, une femme qui connaissait personnellement Bessie Smith et avait travaillé pour elle. À eux deux, ils ont fait en sorte que Bessie obtienne enfin la dignité qu'elle méritait depuis si longtemps. La pierre tombale est simple, mais son contenu a touché une corde sensible. La plus grande chanteuse de blues du monde ne cessera jamais de chanter. Cette dernière ligne était bien plus qu'une admiration. C'était une déclaration. Pour Janis, la voix de Bessie a survécu au-delà de son existence corporelle, résonnant dans la musique, dans la lutte, dans chaque femme qui a osé être forte, émotive, authentiquement elle-même. L'acte d'honorer la tombe de Bessie était autant un acte d'héritage qu'un acte de mémoire. Il ne s'agissait pas seulement de gratitude, mais aussi de justice. Janis ne voulait pas laisser le monde enterrer Bessie en silence, car elle savait ce que c'était que d'être marginalisée et moquée. À ce moment-là, elle a utilisé sa célébrité non pas pour s'enorgueillir, mais pour éclairer le chemin d'une personne que l'histoire avait conspiré à oublier. Mais si Janis a honoré avec grâce la mémoire d'une icône du blues, sa rencontre avec une autre soi-disant légende l'a laissée furieuse et changée à jamais. La face cachée du roi lézard. Pendant des décennies, Jim Morrison a existé comme une figure mythique, à la fois poète, dieu du rock et génie dérangé. Mais de récentes révélations obligent les fans et les historiens à réévaluer les vérités les plus sombres enfouies sous la légende. Dans la série documentaire Before the End, Searching for Jim Morrison, diffusée en 2025. Des membres de l'entourage de Morrison s'expriment sur son comportement erratique et parfois terrifiant. La principale d'entre elles est Judy Huddleston, une ancienne petite amie qui affirme de manière poignante que Morrison l'a exploitée sexuellement au cours de leur relation. Son témoignage dresse le portrait effrayant d'un homme dont les moments de charme tendre pouvaient se transformer instantanément en rage violente. Selon Huddleston, Morrison lui a une fois bloqué les bras et l'a agressé malgré son refus clair et répété, en disant qu'il était devenu fou. Sa description du comportement de Morrison, dont les yeux devenaient noirs de fureur, suggère un homme consumé par quelque chose de bien plus dangereux qu'une insouciance alimentée par la drogue. La relation entre Huddleston et Morrison a duré 4 ans, à partir de la fin des années 1960, lorsqu'elle l'a rencontré dans les coulisses d'un concert. Dans des interviews et dans ses mémoires Love Him Madly, elle évoque la manipulation émotionnelle dont elle a été victime, décrivant comment Morrison l'a gardée près de lui sans jamais s'engager avec elle. Elle s'est accrochée à l'espoir qu'elle pourrait le changer, sans se rendre compte de la charge émotionnelle que cela représentait. Ce qui est peut-être le plus tragique, c'est qu'elle s'est rendue compte plus tard que ce qu'elle avait enduré n'était pas un tourment romantique, mais des abus psychologiques et parfois physiques. Morrison était un homme que beaucoup trouvaient séduisant précisément en raison de sa volatilité. Mais derrière son personnage de scène et sa mystique lyrique se cachait quelqu'un qui, selon de nombreux témoignages, exerçait un contrôle par la peur et l'intimidation. Il y a eu de nombreux autres cas de violence à l'encontre de femmes proches de Morrison. Pamela DeBeers, une autre personnalité de la scène rock des années 1960.
se souvient que Morrison l'a giflé sans raison au whisky à go-go. John Densmore, batteur du groupe The Doors, est souvent considéré comme le partenaire musical le plus proche de Morrison. S'est souvenu avoir vu Morrison brandir un couteau sur une femme et lui saisir les bras. Ces histoires longtemps ignorées, considérées comme romancées ou rejetées comme de simples démonstrations d'excès rock'n'roll, acquièrent un poids beaucoup plus sombre à la lumière du récent discours culturel sur le pouvoir et la responsabilité. La destruction de Morrison ne semble pas avoir nui qu'à lui-même, mais aussi à d'autres personnes qui se trouvaient sur son chemin, en particulier les femmes de son entourage. Peut-être que la nouvelle lumière jetée sur ces événements rend ces témoignages encore plus horribles. Ils déforment tous les chapitres précédents à la lumière de ce que nous avons appris, y compris l'infâme implication de Morrison avec Janis. Apparemment, l'accrochage entre Morrison et Joplin a trop longtemps été raconté comme une anecdote de célébrité folle, infusée de whisky. Deux légendes qui s'affrontent dans un maelstrom d'ego et d'énergie. L'affaire est aujourd'hui perçue sous un angle différent. Janis aurait répondu aux avances agressives de Morrison par une bouteille de Southern Comfort, un acte d'autodéfense plutôt que de diva. La violence qu'elle a subie n'était pas une aberration. Elle s'inscrivait dans un schéma inquiétant qui n'est reconnu que maintenant. Morrison restera peut-être une icône des années 1960, marquée par la rébellion. L'héritage qu'il laisse est bien plus problématique, et bien plus troublant que le mythe glorifié ne l'a jamais suggéré. La première rencontre. Tout a commencé comme dans un conte de fées rock'n'roll, ou du moins comme dans l'idée d'un producteur hollywoodien. Paul Rothchild, le légendaire producteur de musique qui a travaillé avec les Doors et Janis Joplin, a vu une opportunité. Il était captivé par l'idée de présenter ceux que l'on appelle le roi et la reine du rock, Jim Morrison et Janis Joplin. Tous deux étaient des forces puissantes et magnétiques dans l'univers de la contre-culture. Et Rothschild a imaginé une connexion passionnante entre eux. Il a donc organisé une fête à Hidden Hills, un endroit suffisamment éloigné du chaos de Los Angeles pour être privé, mais suffisamment proche pour attirer le bon type d'énergie sauvage. Janis et Jim sont arrivés sobres, ce qui était rare à l'époque. En début, on aurait dit de la magie. Jim a tout de suite été séduit par Janis, qu'il a qualifié de remarquable. Et Janis, tout aussi intriguée, a été attirée par son apparence, sa prestance et sa célébrité. Ils ont partagé des rires, des conversations et ce qui semblait être une véritable curiosité l'un pour l'autre. Mais dans un monde construit sur la volatilité, l'étincelle n'a pas enflammé la passion. Elle a allumé une mèche. Au fil de la soirée, la fameuse habitude de Morrison de boire l'a rattrapé. Ce qui n'était au départ qu'un flirt a rapidement tourné au vinaigre. Jim, qui avait la réputation bien méritée de boire jusqu'à l'oubli, commença à se transformer en une version de lui-même que même son ami le plus proche ne pouvait supporter. Rothschild, qui avait été témoin de ce comportement un nombre incalculable de fois, décrivit plus tard la transformation de Morrison comme le passage d'un homme charmant à un crétin et à un ivrogne dégoûtant. Janis, en revanche, était une buveuse d'un autre genre. Elle pouvait être turbulente, certes, mais sa version de l'ivresse était chaleureuse, charismatique, voire attachante pour ceux qui l'entouraient. Alors que les avances de Jim devenaient plus audacieuses et que son comportement ouvertement grossier s'intensifiait, Janis semblait vraiment déstabilisée. En fait, il semblait que plus elle essayait de se retirer, plus Jim avançait, comme s'il se nourrissait du déni, comme si cela faisait partie d'un jeu stupide. Rothschild, qui avait organisé toute cette mascarade, s'est rapidement rendu compte que ce qu'il pensait être une alchimie, emblématique, était en train de se transformer en quelque chose de sombre et de dangereux. Lorsque les deux hommes quittèrent la fête, le potentiel qui existait entre eux s'était transformé en quelque chose d'amer. Janis en avait assez. Elle se tourna vers Rothschild et lui dit qu'elle partait avec le break, celui qui était devenu son sanctuaire mobile, le modèle familier qu'elle conduisait toujours. Il s'apprête à s'éloigner lorsque Morrison trébuche, visiblement pas prêt à accepter que la nuit soit finie. Bruyant et provocateur, il a tendu la main vers l'intérieur de la voiture, saisissant une mèche de cheveux de Janis dans un élan désespéré et ivre.
C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Sans même s'arrêter, Janice saisit l'objet le plus proche, en l'occurrence une bouteille de Southern Comfort, et la lui assène sur la tête. Le verre se brisa et Morrison s'effondra sur le sol. Assommé, le roi lézard est resté hébété, ensanglanté et humilié. Pour Janice, c'était une clarté momentanée et glorieuse dans une nuit qui était devenue empoisonnée. Aucun message ne pourrait être plus fort. Elle n'était la conquête de personne. La nuit où Janice s'est défendue. Ce qui avait commencé comme une fête maladroite organisée par le producteur Paul Rothschild s'est rapidement transformé en l'une des confrontations personnelles les plus explosives de l'histoire du rock. Espérant jouer les entremetteurs entre deux des figures les plus magnétiques du monde de la musique, Rothschild avait invité Jim Morrison et Janis Joplin à une réunion à Hidden Hills, à Los Angeles. Papier. La rencontre entre le roi et la reine du rock psychédélique semblait emblématique. Mais une fois que le confort du Sud et le whisky ont commencé à couler, il n'a pas fallu longtemps pour que le côté sombre de Morrison émerge. Connu pour ses excès de boisson et sa personnalité combative, Morrison ne cherchait pas seulement à se rapprocher de Janis. Il la poursuivait avec toute la subtilité d'une boule de démolition. Janis, déjà méfiante, a tenté de partir lorsque les choses ont commencé à s'envenimer. Alors qu'elle montait dans le break de son groupe, Morrison l'a suivie en titubant et, dans un dernier geste désespéré et agressif, lui saisit les cheveux, l'attirant vers lui comme un homme des cavernes ivres. À ce moment-là, Janis Joplin, qui n'est pas du genre à se laisser acculer ou contrôler, a saisi la chose la plus proche à portée de main, une bouteille de réconfort sudiste, sa compagne de scène de tous les instants. Elle se retourna avec la force de quelqu'un qui en avait assez et écrasa la bouteille sur la tête de Morrison. Le verre se brise. Morrison s'effondre. Et les spectateurs stupéfaits ne peuvent que cligner des yeux devant les retombées. Il ne s'agissait pas d'une bagarre dans un bar ou d'une querelle dans un bus de tournée. Il s'agissait d'un acte de résistance vif et sans phare, tandis que Jim gisait, hébété ou inconscient. Selon les personnes qui racontent l'histoire, Janis était assise au volant de son véhicule d'évasion, défiant sans hésitation. Pour Janis, cette rencontre était plus qu'un simple rejet d'un prétendant indésirable. C'était une déclaration viscérale. Elle ne se laisserait pas intimider, dominée ou traînée comme une groupie dans les coulisses. Le plus troublant, peut-être, est que Morrison n'a apparemment jamais compris le poids de ce qui venait de se produire. Selon Rothschild, Jim s'est présenté aux répétitions le lendemain, demandant toujours le numéro de Janis, chantant de ses louanges, disant qu'elle était formidable. De cette manière alambiquée qui mêlait admiration et délire. Pour lui, l'altercation n'était pas la fin d'une rencontre ratée, mais une histoire de plus dans la saga des conflits et du contrôle qu'il avait vécu toute sa vie. Pourtant, cette nuit-là, Janis a jugé, à partir de ce moment-là, son mépris pour Morrison n'a plus été un secret. Elle n'en a jamais parlé longuement en public, mais ses amis proches connaissaient très bien ses sentiments. Pour elle, la bouteille n'était pas un simple verre. C'était une limite, et lorsque Morrison la franchissait, elle s'assurait qu'il le sache. Certains affirment que la fête de Hidden Hills n'a pas été la seule fois où Janis a été obligée de bousculer physiquement Morrison. Un autre incident présumé, relevant davantage de la mythologie rock, se serait déroulé à la discothèque Scene à Manhattan. Janis, Jim Morrison et Jimi Hendrix se sont retrouvés dans un espace chaotique. Selon des témoins, Morrison, comme à son habitude, a commencé à faire des siennes sur scène pendant la performance d'Hendrix, ce qui a incité Janis à se déchaîner à nouveau, en frappant Morrison avec une bouteille, puis en l'arrosant de sa boisson. Le tout devant un public ébahi. On rapporte que les trois se sont retrouvés enfermés ensemble dans un tourbillon de verre brisé, de plumes et de sueur sur le sol du club. A sight so bizarre and fantastic, it could have been plucked straight from some psychedelic fever dream. Pourquoi elle détestait vraiment Jim Morrison? La nuit où Jim Morrison a attrapé Janis Joplin par les cheveux, et où elle a été accueillie par une bouteille de Southern Comfort brisée sur la tête, n'était pas seulement un épisode peu glorieux d'une décennie folle. C'était une ligne de démarcation dans le sable.
partir de ce moment, Janice a clairement fait savoir à ses amis et collaborateurs qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec Morrison. L'homme qu'elle avait autrefois trouvé intriguant, voire électrisant, avait révélé une facette de lui-même qui la répugnait. Elle ne s'est pas contentée de s'éloigner de cette partie qu'il avait meurtrie et dont il avait marre. Elle s'en est allée avec un verdict. À ses yeux, Morrison n'était pas simplement un collègue artiste perdu dans l'excès. C'était un personnage abusif, qui représentait la pire forme de comportement masculin toxique contre lequel Janice s'était battue toute sa vie. Alors que de nombreux membres de leur entourage ont pu rire de l'incident comme d'un drame rock and roll, Janice l'a pris personnellement et définitivement. Elle a refusé de collaborer avec lui, de le fréquenter et, surtout, d'oublier. Morrison était plus qu'un agresseur parmi d'autres. C'est ce qu'il représentait dans la culture plus large de la célébrité du rock des années 1960 qui a brisé le cœur de Janice. Pour Janice, Jim incarnait l'archétype de l'artiste masculin autodestructeur dont la destruction était, bien sûr, ô combien romantique. Sans parler du fait qu'il était honoré parce qu'il était un génie. Un rôle qu'elle ne connaissait que trop bien, mais qu'elle n'a jamais eu la chance de jouer. Contrairement à Morrison, elle n'a pas eu la liberté culturelle d'être décadente. Janice n'a pas été choisie elle-même. Son talent a été publiquement raillé et sapé par sa consommation d'alcool et de drogue. Si le chaos de Morrison a été accepté comme une sorte de génie artistique brut, l'injustice de la situation l'a révolté. Pour elle, Morrison n'était pas seulement un prédateur. Il paradait comme un symbole de l'hypocrisie et des privilèges masculins qui avaient toujours écarté les femmes comme elle de la scène. Même lorsqu'elles avaient plus de talent dans leurs ongles que la plupart des hommes n'en possédaient sur tout leur corps. Mais même après avoir fait face à la trahison, au rejet et à la rage, Janice n'a pas disparu. Elle a transformé tout cela en quelque chose d'inoubliable. Une vie faite de tragédie et de triomphe. L'héritage de Janis Joplin ne repose pas uniquement sur sa voix. Il est construit sur la vérité émotionnelle qu'elle a déversée dans chaque performance, chaque texte, chaque cri qui venait de quelque part au plus profond d'elle-même. Son chant n'était pas une perfection technique. C'était quelque chose de plus brut, de plus humain. Elle n'avait pas besoin d'un contrôle impeccable ou d'un vernis glamour. Elle avait de l'âme, de la rage, de la vulnérabilité et un cri tonitruant qui pouvait couper le souffle d'une pièce. Qu'elle déchire Piece of My Heart ou qu'elle pleure Little Girl Blue, Janice ne se contente pas de chanter des chansons. Elle les a vécues. À une époque où l'on disait à de nombreuses femmes de rester petites et douces, Janice a osé être bruyante, désordonnée et réelle. Elle est devenue le vecteur de la douleur, non seulement la sienne, mais aussi celle de tous ceux qui se sont sentis privés d'humanité, d'amour ou d'écoute. 50 ans après sa mort, Janis Joplin reste un géant de la musique et de la culture, non seulement en raison de son talent, mais aussi de son audace à être elle-même dans un monde qui cherchait à la priver de toute valeur. Oui, une figure d'avertissement qui nous rappelle que la célébrité peut ronger même les esprits les plus forts. Elle est l'hymne à l'humanité. Sa vie nous met en garde contre le coup d'une douleur non maîtrisée, d'une faim émotionnelle non satisfaite. Mais elle glorifie aussi le pouvoir d'être fidèle à soi-même. Par son rugissement, par son défi, par chaque note fissurée au bord d'une chanson, elle a laissé quelque chose de plus que des chansons. Elle a laissé un héritage de rébellion, de vérité, de beauté, brute et non diluée. C'est pourquoi son histoire fait encore mal. Elle fait mal parce qu'elle est encore importante. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », de vous abonner pour découvrir d'autres histoires musicales inédites et de laisser un commentaire ci-dessous. Selon vous, que s'est-il vraiment passé entre Janis et Jim? Et ne vous éloignez pas. Cliquez